Malka. Le 4 quarts politique de la semaine, votre rendez-vous hebdomadaire du dimanche qui vous aide à décrypter, à analyser, à approfondir l'actualité de la semaine. Nos intervenants cette semaine, Benjamin Haddad, géopolitologue, chercheur en relations internationales et député de Paris, Alberto Toscano, la presse européenne, et Aline Lebaille-Crémer, LCI et Save Ukraine. Nous parlerons de l'actualité cette semaine, et l'actualité cette semaine, c'est la tournée européenne de Volodymyr Zelensky, les élections en Turquie, la situation sécuritaire et politique en Israël et l'attentat de Djerba en Tunisie. Bonjour tous les trois, on va commencer avec l'Ukraine et cette tournée européenne de Volodymyr Zelensky. On va parler de cette tournée, mais auparavant, vous avez été, Benjamin Haddad, à l'origine d'une proposition de résolution appelant la France et l'Union européenne à inscrire le mouvement militaire privé Wagner sur la liste des organisations terroristes. Vous êtes satisfait d'avoir obtenu gain de cause ? Oui, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité cette résolution que je portais avec le groupe Renaissance, mais qui était aussi co-signée par le MoDem, Horizon, LR, PS et Verts. Donc on a su, sur un sujet de défense de nos valeurs européennes, de défense de l'Ukraine, des intérêts de la France aussi, dépasser les clivages partisans. Et cette résolution, elle demandait l'inscription de la milice privée Wagner sur la liste des groupes terroristes de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que Wagner, c'est pas un simple groupe de mercenaires. C'est une organisation qui poursuit un but politique, c'est défendre les intérêts de la Russie, l'agression de la Russie contre nos démocraties sur tous les continents. Évidemment en Ukraine avec la guerre contre les Ukrainiens, mais aussi au Moyen-Orient, en soutien au régime de Bachar al-Assad, en Afrique, en soutien à des régimes autoritaires et despotiques, avec des méthodes terroristes, c'est en ciblant délibérément des civils par des assassinats, par des massacres, des exactions, des intimidations. Et je crois que c'était important pour la France de porter ce message en Europe, puisqu'on le sait, la France a été ciblée directement par Wagner, par des opérations de désinformation. Les faux charniers à Gossi, au Mali, l'an dernier, pour faire accuser la France. Donc l'Assemblée l'a adopté à l'unanimité. D'autres parlements européens, en Suède, en Pologne, en Allemagne, en Lettonie, sont en train d'en débattre. Je me réjouis qu'il y ait cette campagne et je pense que l'objectif maintenant, c'est de se doter de tous les moyens policiers, judiciaires, financiers pour pouvoir lutter, traquer Wagner partout où il se trouve. Alors, réaction d'Aline Lebaille-Crémer qui suit les problèmes de l'Ukraine depuis longtemps. Est-ce que c'est... Et puis ensuite aussi notre ami Alberto Toscano. Est-ce que cette résolution est importante en soi ? Est-ce qu'elle est importante pour l'Europe ? Aline ? Elle est capitale, elle est applaudie, notamment en Ukraine, tout de même, une des principaux autorités. Elle est importante à plusieurs égards, elle est importante symboliquement, elle est importante politiquement, parce qu'en effet, ça emmène une reconnaissance plus large européenne de ce fait qui est assez évident en termes descriptifs. Et je voulais rappeler aussi, tout de même, je vais faire une petite touche personnelle, mais dans une autre vie, moi j'étais victime du terrorisme aussi. J'ai travaillé à l'Association française des victimes du terrorisme. Et en fait, ce qui est assez évident quand on se promène en Ukraine, quand on est en contact avec la société civile ukrainienne, avec cette ambiance ukrainienne, j'ai envie de dire, en ce moment, il est évident que ça relève du terrorisme, dans ce que vivent les gens, dans ce qu'ils sont obligés, à ce à quoi ils sont obligés d'être soumis en ce moment. C'est évident que ça ressemble furieusement à ce que nous avons connu en France, et c'est pour ça que c'était un symbole important que ça passe par le Parlement de ce pays, parce que s'il y a bien aussi un pays qui sait ce que c'est que d'être victime du terrorisme, que d'avoir à subir cette menace, cette terreur au sens aigu du terme, mais aussi au sens insidieux et des ravages que ça peut faire dans une société, c'est bien la France aussi. Donc oui, c'est important. Puis de surcroît, techniquement, c'est important aussi dans ce que ça peut porter comme renforcement sur les questions des sanctions vis-à-vis de la Russie, parce que d'être inscrit ou pas officiellement
en cette qualité de groupe terroriste ou d'État sponsor du terrorisme, on peut aller aussi beaucoup plus loin sur les sanctions, et y compris ceux qui seraient tentés de contourner ces sanctions, parce que c'est un sujet aussi, les contournements de sanctions, parce il y a beaucoup de gens qui expliquent oui, mais les sanctions, elles servent à rien. Non, les sanctions, elles servent, elles sont utiles et elles affaiblissent le régime de Poutine, donc un régime sponsor du terrorisme. Ces sanctions sont capitales, et donc si on les contourne, et forcément ça les affaiblit aussi. Donc il y a peut-être aussi quelques structures, quelques grosses entreprises, parce qu'il y a les questions des entreprises aussi françaises qui continuent de faire du business, j'ai envie de dire, avec la Russie. Peut-être que ce symbole-là aussi est un levier pour que tous prennent aussi tous leurs responsabilités, et arrêter de collaborer avec un régime qui est non seulement criminel, qui a forte chance finira à la CPI et qui est qualifié désormais officiellement de terrorisme. Alberto Toscano. Je pense que c'est une très bonne initiative. D'ailleurs, je me félicite avec le député Haddad pour l'avoir proposé. Et c'est un groupe évidemment terroriste et qui doit être mis à l'index de la communauté internationale. En même temps, je pense qu'il ne faut pas oublier les autres formes de terrorisme pour lesquelles nous avons payé un prix énorme depuis des décennies dans nos pays européens. En premier lieu, le terrorisme islamiste, qui continue à représenter pour nous un danger énorme. Et sur le terrain du terrorisme, je pense pour nous, Français, Italiens, Allemands, Britanniques, le danger numéro un, qui continue à avoir des racines, malheureusement, dans nos sociétés et à nous menacer. Et en même temps, en tant qu'Italiens, je veux dire, nous, Italiens, nous avons payé un prix énorme à cause du terrorisme. Le terrorisme de groupes néofascistes, mais surtout le terrorisme des Brigades Rouges. Et je veux profiter de cette conversation pour dire que les intellectuels qui ont en quelque sorte essayé de couvrir, voire de justifier parfois, le terrorisme des Brigades Rouges, l'assassinat d'Aldo Moro et d'autres assassinats perpétrés par ce terrorisme rouge en Italie, devraient réfléchir par rapport à l'avenir sur ce sujet. Alors, on va y venir tout à l'heure, mais on va rester pour l'instant à l'Ukraine, si vous voulez bien, mais si Benjamin Haddad veut réagir à ce qui vient d'être dit, oui, vous voulez réagir, allez-y. Alors. Oui, alors deux points rapidement. Déjà, sur le plan technique, comme le mentionnait Aline, effectivement, ce qu'on essaie de faire, si vous prenez Wagner, aujourd'hui, il y a à peu près une dizaine de responsables de Wagner qui sont sur la liste des sanctions de l'Union européenne. C'est les principaux responsables, on les connaît, Prigozhin, parce qu'on arrive à démontrer qu'ils ont été liés à des décisions qui ont mené à des massacres ou des exactions. Or, aujourd'hui, il y a 50 000 membres de Wagner sur le territoire ukrainien et on estime à 10 000 entre l'Afrique et le Moyen-Orient. Avoir la qualification de terroriste qui pourrait être donnée par l'Union européenne ferait que vous pourriez ouvrir des poursuites judiciaires contre tous ces 60 000 membres de Wagner si demain ils mettaient les pieds sur le continent européen. Évidemment, ça mettrait beaucoup plus de pression sur les entreprises, sur les banques qui rendent le travail de Wagner possible. Donc là, c'était vraiment l'un des objectifs, je dirais, au-delà, en effet, et je pense que c'est important de le souligner, la dimension symbolique et politique du message, de nommer les choses. Il y a cette volonté de lutter. Mais un point quand même sur le terrorisme islamiste, je suis fondamentalement d'accord, je crois que c'est important de continuer à en parler parce que c'est pas parce qu'il n'y a plus au quotidien d'attentats que la menace n'est plus réelle dans nos démocraties, elle l'est. Nos services de renseignement déjouent régulièrement des attentats terroristes islamistes en France et ailleurs. Et puis, la menace se transforme. Et à cet égard, je vais juste recommander un excellent ouvrage d'un des meilleurs experts du djihadisme en France, qui s'appelle Hugo Micheron, qui vient de sortir un livre qui s'appelle La colère et l'oubli, et qui montre justement que le djihadisme se transforme dans les moments et se réadapte dans les moments où la menace terroriste paraît peut-être un peu moins intense, comme aujourd'hui, si on compare à 2014, 2015, 2016, et que c'est les moments justement où il faut continuer à être extrêmement vigilant et ne pas du tout perdre de vue ce sujet. Comment vous voyez, Benjamin Haddad, la milice Wagner comme supplétive de l'armée russe
ou alors concurrentes, jouant sur le même terrain? C'est vraiment une question intéressante et on voit d'ailleurs ce qui se passe à Barmout avec Prigozhin qui accuse directement les chefs de l'armée russe, que ce soit le ministre de la Défense ou le chef d'état-major sur les munitions. Je crois que Wagner est clairement un prolongement, un instrument de la guerre hybride que la Russie mène à nos démocraties, mais a l'air d'opérer avec une certaine forme d'autonomie aussi. Alors, c'est très commode aussi pour Vladimir Poutine et pour les dirigeants russes de pouvoir se cacher derrière cette autonomie en disant « c'est pas Wagner, c'est nous ». Évidemment, on sait que les liens existent, qu'il y a une relation personnelle entre Prigozhin et Poutine. Mais on a vu, par exemple, dans certains épisodes, lorsque les Américains, en 2018, à Deir ez-Zor, en Syrie, ont décidé de frapper les troupes de Wagner. C'était un moment où il y avait une ligne de contact, une sorte de démarcation entre les Américains et les Russes. Et tout d'un coup, on a vu Wagner commencer à grignoter sur cette ligne de contact pour aller tester au contact les Américains. Eh bien, l'administration Trump a décidé de frapper. On dit qu'il y a eu des centaines de morts côté Wagner. La Russie n'a pas réagi. Et la Russie a pu s'abriter derrière le fait que c'était Wagner et non pas l'armée russe pour dire c'est pas nous, donc on n'a pas besoin de réagir. La relation entre les deux est ambiguë, opaque, mais clairement, aujourd'hui, la Russie mène une guerre hybride qui passe par des milices, qui passe par de la désinformation, qui passe par de la corruption, qui passe par l'utilisation des liens commerciaux ou énergétiques avec nos démocraties. Et Wagner fait partie de cette organisation. Si je pouvais donner une comparaison, peut-être avec le Moyen-Orient, la comparaison a ses limites, hein, mais vous voyez le Hezbollah. Le Hezbollah est évidemment un instrument utilisé par l'Iran dans son agression contre Israël, contre les démocraties, comme un levier aussi dans la politique libanaise. Mais beaucoup considèrent que le Hezbollah opère aussi avec une certaine forme d'autonomie dans la décision. Et d'ailleurs, les experts débattent souvent du degré d'autonomie ou non du Hezbollah. Donc on est sur des instruments hybrides qui sont utilisés par des régimes autoritaires avec des méthodes terroristes. Alberto. Moi, je crois que je suis tout à fait d'accord, mais Wagner a, à mon sens, son point fondamental d'activité en tant qu'agence de protection de régime, voire agence de protection de ceux qui veulent abattre un régime. Et on voit le core business de Wagner, à mon sens, en bonne partie en Afrique. Et ce qui se passe aujourd'hui au Soudan. Et guerre entre parenthèses totalement oubliée. Hein? Nos médias sont responsables d'avoir arrêté de parler de cette tragédie immense du Soudan. L'Ukraine est un problème énorme, mais il n'y a pas que l'Ukraine au monde. Et donc Wagner est une organisation très active en Afrique, et pour comprendre Wagner et sa puissance et ses richesses et ses ressources en argent et en hommes, il faut faire référence, à mon sens, systématiquement à la situation africaine. Aline Lebas-Grémer. Je pense que Wagner, c'est le mafieux terroriste utile par excellence. En effet, il y a une fonction supplétive qui permet aussi au Kremlin de se dégager, en tout cas officiellement, en tout cas en vitrine, de ses responsabilités sur le terrain. C'est un mode de fonctionnement russe aussi très ancien, qui a été employé sur d'autres théâtres de crimes, j'ai envie de dire, sur d'autres scènes de crimes, ce qui permet après aux responsables politiques de dire « mais non, nous, on n'a rien fait, ce sont des milices qu'on connaît vaguement, qui agissent de façon incontrôlée sur le terrain ». Donc ça, c'est la première fonction. Après, ils ont aussi une fonction c'est pour ça que j'emploie de terroriste utile aussi. Je suis profondément convaincu que ce groupe ne bouge pas une oreille sans l'aval du Kremlin, sans qu'il y ait un jeu aussi tordu et violent soit-il, que de toute façon, ils ont une fonction dans cet équilibre-là, dans l'équilibre de cet échiquier-là, et qu'il faut faire très attention quand on fait l'exégèse des déclarations intempestives sous couvert de la colère. Qu'est-ce qui se joue en matière de propagande ? C'est-à-dire un partage des rôles. Oui,
il y a un échiquier, les figures troublionnes comme ça, qu'on pourrait presque qualifier de truculence, qui finissent par ressembler à des clowns sordides, cyniques, mais quand même des clowns, ils ont leur fonction, que ce soit Prigojine, que ce soit Kadyrov. Ces gens-là ne bougent pas une oreille en réalité, ma conviction absolue, sans l'aval d'une façon ou d'une autre du Kremlin. Donc il faut faire extrêmement attention de surcroît, quand on relaie cette propagande-là, ces vidéos-là, parce qu'en réalité, c'est des vidéos qui s'inscrivent dans une propagande criminelle qui, très concrètement, après sur le terrain, tue des gens. Alors, ma question va vous paraître un peu naïve, Benjamin Haddad, mais j'aimerais avoir le regard du chercheur là-dessus. Parce qu'il y a dans le cadre de la propagande russe, et cette fois peut-être davantage côté Kremlin que côté Wagner, cette insistance sur le mot de nazi accolé aux Ukrainiens. Pourquoi est-ce que Poutine fait cela depuis le début et continue d'insister là-dessus ? Je pense que, vous savez, généralement, quand on écoute la propagande du Kremlin, il faut la voir comme un miroir, en fait. C'est-à-dire que on a un ultranationalisme fascisant aujourd'hui dans le régime de Vladimir Poutine, un culte de la force, un culte de la violence, mais c'est celui d'en face qui est un nazi. On dit qu'on a peur d'une attaque nucléaire, et en fait on voit bien que c'est au contraire la Russie de Poutine qui fait de l'intimidation et du chantage sur ce sujet. On parle de méthode de terreur alors que c'est les troupes russes qui ciblent les civils pour terroriser. Donc déjà je crois qu'il y a cet effet de la propagande où en fait on accuse l'autre de ce qu'on fait et de ce qu'on est. Et puis enfin c'est une propagande un peu primaire, quoi. C'est oui, du niveau de c'est celui qui dit qu'il l'est. Alors après je crois qu'il y a évidemment des référentiels historiques. Il y a des référentiels historiques liés au fait qu'il y a eu en Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale une part de collaboration avec l'Allemagne nazie au moment où l'Ukraine s'est retrouvée entre l'Union soviétique, qui avait été d'ailleurs la première victime de l'Union soviétique, des famines organisées par Staline, le Holodomor, ce génocide dans les années 30, et puis évidemment les nazis qui sont arrivés au moment de l'opération Barbarossa. Vous avez la tactique soviétique et communiste assez classique qu'on a vu y compris chez nous, qui est de toujours désigner l'adversaire comme un fasciste. Même l'adversaire libéral anticommuniste est un fasciste. Et ça, je pense même que dans le débat un peu intellectuel et politique français, c'est une tactique rhétorique qu'on connaît. Donc ça a toujours fait partie. Et en cela, Vladimir Poutine est un héritier aussi de ce type de rhétorique. Et il sait peut-être qu'elle peut parler à une partie de son opinion publique et peut-être même des opinions publiques européenne. Mais on l'entend depuis le début. Quand j'étais au Maïdan en 2014, quand il y a eu ce mouvement extraordinaire pour la démocratie, pour le rapprochement avec l'Union européenne, on entendait déjà Vladimir Poutine dire « c'est un coup d'État des néo-nazis ». Il pointait quelques mouvements d'extrême droite qui étaient très marginaux, mais présents dans les mouvements. Svoboda, Pravi Sector, je me rappelle. Il y a eu après des élections en 2014, après la chute de Yanukovych, ces mouvements ont fait 2-3%. 2%. Voilà. Et donc, voilà de quoi on parle. Est-ce que là aussi, c'est plus Poutine que Wagner ? Est-ce que Wagner joue aussi sur ce registre ? Non, parce que je crois que Wagner fonctionne plus sur le plan militaire et plus dans l'opérationnel. C'est effectivement Vladimir Poutine et son régime qui alimentent cette propagande contre l'Ukraine, mais encore une fois, propagande totalement déconnectée des réalités de ce qu'est l'Ukraine, la société ukrainienne aujourd'hui. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant quand même, quand on regarde la posture de Poutine par rapport à l'Ukraine, c'est que il y a une part de propagande, mais il s'est un peu auto-intoxiqué aussi de sa propagande. C'est ce qui explique son échec. Je crois que Poutine était convaincu que le leadership ukrainien était un château de cartes qui allait s'effondrer, que Zelensky allait fuir, que tout ça était un truc fantoche organisé par les Américains depuis 2014. En fait, il projette sur l'Ukraine ce que lui, par exemple, fait avec la Biélorussie. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, on voit qu'il y a une société ukrainienne résiliente, démocratique, avec un président Zelensky qui avait été élu, avec une armée qui était loyale. Rappelez-vous, dans les tout premiers jours de la guerre, on l'oublie un petit peu, mais Vladimir Poutine qui lance des appels
aux militaires ukrainiens en disant, ça m'avait beaucoup frappé. C'était vraiment une semaine après le début de la guerre. Il lance des appels aux militaires ukrainiens en disant, renverser Zelensky, c'est une marionnette néo-nazie à la solde des Américains, et après on pourra travailler ensemble. Mais s'il l'a demandé, c'est qu'il a dû croire à un moment que c'était une possibilité. Il a dû croire que les militaires ukrainiens allaient l'entendre, que les généraux allaient l'entendre et renverser Zelensky. Ça montre une incompréhension mais totale de ce qu'est l'Ukraine et de la façon dont ça fonctionne. Et ça explique quand même, dans une grande mesure, à la fois son échec, et en plus d'avoir surestimé son armée, d'avoir sous-estimé aussi l'unité, la réaction, la force des Occidentaux, il ne comprend pas l'Ukraine. Il ne comprend pas l'Ukraine, et il faut rappeler aussi que pour cette Russie-là, l'Ukraine n'existe pas. Donc ça fait partie aussi, ça s'inscrit sur la question de la déshumanisation, et de désigner l'Ukraine comme n'étant qu'un repère ou un régime néo-nazi, ça participe de la propagande aussi criminelle de déshumaniser. Et ça, on le constate, on le prouve aussi dans les récits ou les audios qu'on a pu intercepter côté ukrainien de soldats russes. Ils ne tuent pas des civils, ils tuent des nazis. Donc en fait, ça fait partie intégrante aussi de l'instrumentalisation aussi, traditionnelle, j'ai envie de dire, de bidouillage et d'instrumentalisation de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en Russie. Donc ça s'inscrit vraiment là-dedans. Poutine s'en sert. Il sert aussi à imposer un récit de grande Russie mythique qui est victorieuse contre les nazis, fer de lance de la liberté, etc. C'est ça s'inscrit aussi dans la propagande qu'il vend à l'extérieur et à l'intérieur. Alberto. Les temps de guerre ne sont pas les plus propices pour avoir une communication sophistiquée. La communication en temps de guerre est par définition rudimentaire et brutale. Et je pense qu'il y a sur ce sujet du nazi, de l'accusation portée par Poutine aux Ukrainiens de nazisme, il y a deux aspects en deux temps différents. Le premier aspect est l'aspect de pure propagande au moment de l'invasion. Là, ils sont des nazis, il faut les éliminer, l'Ukraine, il faut dénazifier l'Ukraine. Vous vous souvenez du mot d'ordre de Poutine à ce moment-là. Et l'autre aspect est aujourd'hui et peut-être demain. C'est-à-dire, là, nous, on ne sait pas quelle sera la conséquence et de la bataille qui se prépare, de la grande offensive ukrainienne, comme on l'appelle. On sait qu'il y aura presque certainement cette offensive, mais on ne sait pas à quoi ça peut amener. Et dans ce contexte, et je termine, je pense qu'il faut imaginer un Poutine qui dit on joue sur la défensive. On fait une communication vers l'intérieur plus que vers l'extérieur pour mobiliser les Russes en disant nous sommes attaqués par, comme à l'époque de l'opération Barbarossa. On marque une pause et notre magazine hebdomadaire, le 4 quarts politique de la semaine, revient dans un instant. Oui, on va dire quelques mots de. Alors, allons-y, hein, quoi. Comme vous voulez. Le 4 quarts politique de la semaine avec autour de nos micros Benjamin Haddad, député au Parlement français et géopoliticien par ailleurs et chercheur dans les relations internationales, Alberto Toscano, la presse européenne, et Aline Lebaille-Kremer, LCI et Save Ukraine. Alors, on l'a annoncé, il faut qu'on en dise un mot quand même. Chose promise, chose due. Le voyage de la tournée européenne de Zelensky en Europe, le but apparemment était d'assurer les arrières avant la grande offensive. Est-ce qu'il n'a pas eu une oreille attentive davantage à Londres qu'à Paris, Benjamin Haddad? Non, je crois que ce voyage a montré une fois de plus l'unité des Européens, et les Européens, ça inclut en effet le Royaume-Uni, dans le soutien à l'Ukraine. L'Ukraine, on le sait, va préparer
une contre-offensive qui va lui permettre, je l'espère, de reconquérir des territoires dans le sud qui ont été occupés depuis le début de cette guerre. On voit, il y a eu la résistance héroïque depuis la guerre d'agression du 24 février, des territoires qui ont résisté comme Kharkiv, d'autres qui ont été reconquis comme Kherson. On voit qu'à Bakhmout, dont on nous annonce la chute imminente depuis des mois, on voit au contraire que ce sont les Russes qui sont maintenant en très forte difficulté et les Ukrainiens qui sont en train de reconquérir des quartiers. Donc maintenant, l'objectif, ça doit être de leur donner tout ce dont ils ont besoin, les armes, des munitions, le soutien politique, évidemment. Et vous voyez cette contre-offensive dans quelle fourchette Alors, c'est dur à dire parce que l'un des besoins fondamentaux, c'est la question des munitions. Vous savez que les Ukrainiens utilisent en moyenne 5000 munitions par jour. Juste pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui en France, on serait capable de produire en un an ce que les Ukrainiens utilisent en 18 jours sur le terrain. Donc il y a un plan important qui a été d'ailleurs vraiment soutenu par la France de l'Union européenne de 2,5 milliards d'euros qui a été façonné par Thierry Breton, le commissaire européen, qui vise à ce qu'on appelle déstocker, c'est-à-dire donner un maximum de munitions dans les stocks existants de l'Union européenne, mais aussi produire le plus rapidement possible pour pouvoir transférer aux Ukrainiens 1 million de munitions dans l'année, qui vont servir, entre autres, bien sûr, ASAP. Dans cette ASAP, exactement, c'est le nom du plan, pour lancer cette contre-offensive et reconquérir. Alors, on verra quelle stratégie ils vont adopter, mais reconquérir probablement des territoires vers la mer d'Azov. Est-ce que Emmanuel Macron a eu raison de dire publiquement que la Russie est devenue la vassale de la Chine ? Vous savez, c'est en fait une vision qu'Emmanuel Macron a depuis assez longtemps. Quand il a eu ce dialogue avec Vladimir Poutine, notamment dans son premier mandat, la vision d'Emmanuel Macron, ça a toujours été de considérer que la Russie est en Europe, c'est un pays européen, et qu'il va falloir essayer de trouver une façon de construire une architecture de sécurité européenne qui inclut la Russie. Et ce qu'il a essayé de dire à Poutine, c'est que en se marginalisant, en choisissant une logique de confrontation, de conflit avec l'Occident, la Russie se cornérisait d'une certaine façon à devenir le vassal, à être dans une relation, mais une relation qui est totalement asymétrique et déséquilibrée de la Chine. Et c'est ce qu'on voit bien aujourd'hui dans la dynamique entre Poutine et Xi Jinping. Simplement, le problème, c'est que Vladimir Poutine n'est pas intéressé par ce dialogue avec les Européens. Il a construit son régime en opposition à l'Union européenne, en opposition à nos valeurs, à nos systèmes de gouvernement. Il a choisi cette confrontation et il a choisi effectivement cette vassalisation avec la Chine. Donc je crois que le président a raison. Alors, si vous permettez, on va dire quelques mots quand même sur la Turquie. Sur les élections en Turquie, on a nourri pas mal d'illusions en France, mais pas seulement en France. On s'aperçoit quand même que les dictatures sont plus solides qu'on ne pense. Et deuxième question, est-ce que l'accord sur les immigrés que la Turquie accueille pour les retenir, est-ce que cet accord va tenir ? Je me tourne vers vous d'abord. En tant qu'immigré ? En tant que vous avez commencé par parler beaucoup de la question de l'immigration, qui est une question qui devient centrale en Europe, mais aussi avec son volet turc. Oui. Toutes les fois que la Turquie est en froid avec l'Union européenne, et ça arrive souvent, elle menace d'une façon plus ou moins explicite de submerger l'Europe d'une vague de réfugiés, de migrants. Or, il est vrai d'un côté que la Turquie aujourd'hui héberge un nombre énorme de personnes qui arrivent de différentes parties de l'Asie, de l'Afrique, du Moyen-Orient et notamment de la Syrie. Mais il est vrai aussi qu'elle reçoit de la part de la communauté européenne beaucoup d'argent pour gérer cette situation. Donc ce chantage qui est continu de nous submerger si nous prenons des positions hostiles au régime turc est un problème réel, mais le problème de fond
et la présence de cette vague de migrants, voire migrants potentiels qui se trouvent en Libye, en Turquie et ailleurs. Je pense que l'opération d'attaque à la Libye en 2011 a été une erreur gigantesque de la part des pays occidentaux, notamment de la France et de la Grande-Bretagne. Parce qu'il ne s'agissait pas d'éliminer la présence d'un dictateur. Le résultat a été de déstabiliser un pays sans avoir la capacité, la force et la volonté de le stabiliser à nouveau, sur un terrain évidemment de pays démocratiques. Or, on n'a pas créé la démocratie et on a déstabilisé. Et aujourd'hui, beaucoup de migrants arrivent de la Libye, de la Turquie et tout ça, et nous sommes vulnérables à ça, et en plus, nous sommes obligés d'être cohérents avec nos valeurs, et nous n'arrivons pas à être cohérents, parce que notre attitude, et malheureusement aussi l'attitude de la France à la frontière avec l'Italie, est de renforcer les frontières. Dans une Europe qui se voulait protagoniste d'une logique de Schengen, on arrive aujourd'hui à renforcer les vieilles frontières. Aline, allez-y. Je voulais mettre un tout petit, peut-être un désaccord, en tout cas une autre question sur la question de tout n'est pas lié à l'intervention de la Libye dans ce dossier, parce que si je puis me permettre, il y a peut-être eu il y a la question de l'intervention et la question de l'après-intervention. Donc, il y a sûrement eu des erreurs sur la gestion de l'après-intervention, d'encadrage, d'aider une démocratie qui manifestement n'a pas été portée suffisamment. Ça, c'est évident. Maintenant, sur la question de l'intervention, tout de même, là où on aurait pu intervenir, où on n'est pas intervenu, c'est en Syrie. Il aurait peut-être fallu intervenir et un maximum de vagues, on va dire, y compris de terrorisme, puisqu'on en parlait, qui nous est revenu ensuite, vient de Syrie, là où on n'est pas intervenu. Donc, à mon avis, c'est un peu plus compliqué que cela, et que tout mettre sur un focus bien sur tout ce qui se passe ensuite. Moi, personnellement, je suis absolument pas d'accord, enfin, personnellement, et d'autres aussi. Ensuite, sur la question de la Turquie, on va voir aussi ce qui se passe avec son éventuel outsider, si jamais l'opposant arrivait à arracher un second tour. Ça a l'air pour lui, malheureusement. Ça a l'air mal barré, mais ça dit quelque chose quand même de ce qui se passe en Turquie, parce que son opposant à Erdogan est quand même, c'est autre chose. C'est quand même une vision plus laïque, beaucoup plus pro-européenne, et le fait est qu'il n'est pas à 5 ou 10%. Il est quand même outsider. Enfin, on est quand même sur 45%. Donc ça dit quelque chose aussi sur la société turque qui a éventuellement aussi envie de se dégager de quelques turpitudes très impérialistes quelque part, parce qu'il y a cette notion-là dans ce pouvoir turc très ambigu, avec des positions très compliquées, mais inévitables, et pour faire un lien avec l'Ukraine, parce que il y a besoin de la Turquie d'un point de vue strictement géographique, parce que notamment sur les questions de grains et sur le fameux Green Deal, en fait, qui alimente quand même les greniers à blé mondiaux, parce que tout le monde avait besoin de ce blé ukrainien. Ça passe par le Bosphore, ça passe par là. Donc c'était aussi une ère incontournable, donc à monitorer. Benjamin Haddad. Il y a plusieurs points. Déjà, je crois que de toute façon, c'est fondamental pour l'Union européenne de se doter d'une véritable politique commune d'immigration. Et ça exigera, et vous avez raison de le mentionner sur la France et l'Italie, c'est qu'il y a une vraie solidarité entre les États membres. Schengen, c'est une avancée historique extraordinaire de l'Union européenne, c'est la suppression des frontières intérieures de l'Union. Je pense que s'il faut le préserver, mais pour le préserver, il faut à ce moment-là avoir la contrepartie qui est un vrai contrôle des frontières extérieures, et à ce moment-là, un soutien aux pays qui se retrouvent parfois les premiers sur le front de l'immigration, comme l'Italie ou comme la Grèce pendant longtemps. Donc ça passe par ce renforcement des frontières extérieures, avec des instruments comme Frontex qu'on a développé ces dernières années. On est en train d'essayer de former, d'embaucher aussi des gardes-frontières pour Frontex. Ça passe aussi par une vraie politique effectivement de solidarité, et ça passe après par des politiques de co-développement, de partenariat, de coopération avec les pays de départ. Pourquoi ? Parce que effectivement, sinon, l'alternative, c'est de se retrouver dépendant de pays comme la Libye aujourd'hui, avec ses divisions, son chaos, ses milices aussi, ses abus contre les droits de l'homme massifs, ou de pays autoritaires comme la Turquie qui utilise
la question migratoire aussi comme un levier de pression sur l'Union européenne. Je pense que c'est pour ça que c'est fondamental de se doter de ces instruments. Maintenant, sur l'élection turque, effectivement, on verra le résultat. Il semblerait quand même qu'Erdogan soit en tête. Alors, il faut le dire quand même, dans un contexte aussi de suppression progressive de la démocratie et des contre-pouvoirs en Turquie depuis des années. J'ai entendu un commentaire l'autre jour de quelqu'un qui disait vous voyez bien que c'est une démocratie puisqu'il y a eu une élection et que c'est serré. Enfin, quand vous avez... Avec des observateurs quand même, quand pour vous la avez... première fois. Oui, mais attention, parce que moi, je ne vous dis pas qu'il y a eu du bourrage d'urne. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est bien en amont. C'est quand vous avez des juges, des journalistes, des avocats, des opposants politiques qui sont en prison. Quelques scrutins dans quelques oblasts ukrainiens. Qui sont en prison depuis le fameux coup d'État. Quand vous avez un accès aux médias, à la télévision, qui a été privilégié, mais plusieurs dizaines de fois plus pour Erdogan que pour Kılıçdaroğlu, Daroglu, on ne peut pas dire effectivement là qu'on soit dans une compétition qui est complètement transparente et équilibrée. Et Kılıçdaroğlu, qui arrive à la tête d'une coalition qui est assez hétéroclite, puisque l'opposition a su quand même dans une très large mesure se réunir, effectivement porte un message qui est plus laïque, qui est plus européen, qui a promis de libérer beaucoup de ces prisonniers qui sont aujourd'hui en Turquie. Qui inclut les Kurdes. Et qui inclut les Kurdes. Donc voilà, on verra effectivement le résultat, mais moi, je ne suis pas aujourd'hui très optimiste, mais je pense que ça aurait pu peut-être aussi créer une nouvelle dynamique pour la relation entre l'Union européenne et la Turquie. Alors, gardez le micro parce qu'on va évoquer un volet que vous connaissez bien. Vous connaissez bien Israël, vous suivez la complexité des choses. Mais avant de parler d'Israël, vous connaissez bien aussi les États-Unis. Vous y avez vécu. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui entre les États-Unis et Israël? On parle de crise d'une part, et puis on comprend qu'il y a aussi une action conjointe américano-israélienne, contre l'Iran qui est en cours, non? Alors, il y a plusieurs éléments. Déjà, je crois qu'il y a quand même une relation forte entre Israël et les États-Unis qui dépasse largement d'ailleurs simplement la question des relations entre les dirigeants. En fait, les Américains se sentent proches pour des raisons culturelles, historiques, religieuses aussi d'Israël. Il y a l'esprit pionnier entre ces deux pays, il y a la force de l'Ancien Testament aussi chez certains. C'est important de le dire parce que, rappelez-vous de ces théories complotistes qui avaient été très à la mode à une époque, de dire que c'était à cause du lobby pro-israélien aux États-Unis. Non, il y a quelque chose de très profond dans la société américaine, je pense, d'attachement à Israël, à gauche comme à droite de l'échiquier politique. Maintenant, je crois qu'il faut quand même voir dans le contexte stratégique aujourd'hui, le Moyen-Orient est beaucoup moins central pour les Américains qui ne l'était il y a encore 10 ou 15 ans. Les Américains aujourd'hui sont exportateurs nets d'hydrocarbures, grâce au schiste, donc ils ont beaucoup moins besoin sur le plan énergétique du Moyen-Orient. La question du terrorisme est devenue beaucoup plus secondaire aussi dans les priorités stratégiques des États-Unis. Aujourd'hui, l'obsession de la classe dirigeante américaine, gauche comme droite, c'est la rivalité stratégique avec la Chine. Alors aujourd'hui, bien sûr, il y a la guerre en Ukraine qui a ramené un peu les dirigeants américains à l'Europe, mais que ce soit côté démocrate chez Biden ou bien sûr pour Trump et DeSantis, la question prioritaire, ça va être la Chine. Et donc le Moyen-Orient et l'Europe passent au second plan. Et les Israéliens, je pense, l'ont bien compris, puisque les accords d'Abraham, certes, encouragés par Donald Trump et son gendre Jared Kushner, c'est une évidence. Mais les accords d'Abraham, c'est aussi une façon pour la région de s'organiser, de créer des basculements d'alliances dans un contexte de retrait progressif des Américains. Et les Émiriens, les Israéliens, les Bahreïnis avec les Saoudiens behind the scene, comme on dirait, qui s'organisent parce qu'ils voient aussi, je pense, que les Américains sont en train de partir ou qu'il y a un risque de départ. Après, un dernier point sur l'Iran, et ça c'est une donnée structurelle, je pense, plus dure. Sur l'Iran, je l'ai déjà dit, je pense peut-être ici, je suis très inquiet. Je suis très inquiet qu'on n'en parle pas plus. Je pense que naturellement, il y a d'autres sujets aujourd'hui qui prennent la lumière et c'est important, comme l'Ukraine. Mais l'Iran est au bord d'obtenir l'arme nucléaire.
Je n'ai pas le sentiment aujourd'hui que ce soit un sujet suffisamment prioritaire pour les dirigeants occidentaux. Je pense qu'un Iran nucléaire serait un acteur profondément déstabilisant, une menace existentielle pour Israël, profondément déstabilisant pour nous tous. Et donc, il faut absolument en faire une priorité, empêcher le régime théocratique iranien de se doter de l'arme nucléaire. Et je suis 1000 fois d'accord avec vous, en particulier sur cette considération au sujet de la dangerosité actuelle et future, en plus que passée, du régime iranien. Aujourd'hui, nous sous-estimons ce problème sur tous les terrains stratégiques, militaires, aussi sur le terrain moral. Parce que il y a quelques jours, 2 personnes ont été pendues en Iran pour un délit d'opinion. On est là. Ce régime est là. Et ça se relie, comme vous venez de dire, à la question de la Chine. Parce que toute la myopie de la politique étrangère américaine aujourd'hui est montrée par le fait et la contradiction que d'un côté, on dit il faut s'inquiéter au plus haut degré de la Chine, et ensuite on ne se rend pas compte que la médiation entre Iran et Arabie Saoudite au sujet du Yémen a été réalisée par la Chine. Donc, cette myopie américaine qui sous-estime les problèmes du Moyen-Orient aide aujourd'hui les Chinois, c'est-à-dire l'adversaire numéro un, à étendre son influence dans le Moyen-Orient, en plus qu'en Afrique et ailleurs. Aline Lebay-Kramer. 1000 fois d'accord sur l'Iran et l'Asie, parce qu'en effet, on voit bien qu'il y a un déplacement d'intérêt à l'endroit, un focus américain à l'endroit de l'Asie. On dit ça, il y a un G7 à Hiroshima, précisément aujourd'hui. En revanche, sur la question de l'Iran, je pense qu'il ne faut pas déconnecter non plus de ce qui se passe et du focus aussi nécessaire et absolument fondamental sur l'Ukraine, parce que je rappelle tout de même que s'il y a bien aussi des civils qui savent que l'Iran est dangereux, c'est quand même les Ukrainiens, parce que les drones qui attaquent les civils et qui attaquent les villes sont quand même de fabrication iranienne, livrés par l'Iran dans des jeux extraordinairement pervers et tordus, que l'Iran est l'allié de la Russie. Et ça, je veux dire, c'est un vrai sujet. Personne ne sous-estime, tout le monde le sait. Et d'ailleurs, oui, il faut arrêter ce bloc, parce que pour le coup, là, à l'endroit il y a un bloc russo-iranien en termes de volonté de soumettre des populations, en termes de valeurs. Enfin, ils n'ont pas pour passion, c'est des régimes qui n'ont pas pour passion la liberté d'expression, l'épanouissement des peuples, de leurs voisins et de liberté d'une manière générale. Donc en fait, je pense que ce n'est pas sous-estimé, je parle pour la question iranienne, au contraire, et que justement, il faut aussi arrêter l'Iran en Ukraine, parce que très concrètement et très pratiquement, parmi les bombes qui tombent sur les bombes, en tout cas les engins explosifs meurtriers qui tombent sur les civils ukrainiens, il y a l'Iran. Alors, j'aimerais quand même qu'on dise quelques mots d'Israël, qui fête ses 75 ans dans un climat d'inquiétude sécuritaire, puisqu'il y a eu des relents des tensions à la fois au nord et au sud. On s'aperçoit quand même que le débat interne à la société israélienne qui se poursuit, notamment le débat sur la réforme de la justice ou les manifestations dans les rues, n'ont pas affaibli, j'aimerais savoir si c'est votre sentiment, les capacités de défense du pays. Benjamin Haddad. Mais non, mais parce que Israël est une démocratie qui a ses divisions, qui a parfois ses crises, mais qui vit constamment sous cette menace, malheureusement, du terrorisme, des roquettes, de la menace permanente contre les civils. Et donc, les Israéliens savent qu'il faut être vigilant à tout moment, être capable de se protéger et de se défendre. Et moi, j'apporte vraiment toute ma solidarité avec les Israéliens face à cette menace terroriste que nous, Européens aussi, avons connue, menace islamiste. Et donc, c'est la responsabilité, bien sûr, et le droit des Israéliens, des dirigeants d'une démocratie, de défendre leurs citoyens. Vous savez, on a eu récemment à l'Assemblée nationale un débat sur Israël, puisque la NUPES nous a proposé une résolution qui qualifiait Israël d'apartheid. Évidemment, nous y sommes opposés avec Renaissance, avec la majorité. Je pense que ça démontre non seulement une inculture, une ignorance totale
de ce qu'est l'apartheid, d'une instrumentalisation d'une lutte historique pour les droits en Afrique du Sud. Mais moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est mais pourquoi, au fond, cette obsession permanente pour Israël de la part de l'extrême gauche? Pourquoi on ne les entend pas sur l'Ukraine? Pourquoi on ne les entend pas sur la Syrie, sur la Chine, sur d'autres exactions aux droits de l'homme? Ils s'abstiennent toujours, on ne les entend pas, mais Israël, ça revient toujours de façon totalement obsessionnelle. Alors, on ne pourra pas aller plus loin, malheureusement, parce que l'heure tourne. On a juste 30 secondes, enfin 10 secondes pour chacun pour donner le coup de cœur ou le coup de griffe de la semaine. Non, mais c'est un coup de cœur pour les Italiens qui ont subi ces inondations terribles en Émilie-Romagne et qui continuent à payer la population civile, les habitants de cette région payent encore un prix énorme suite à ces inondations. Aline, Pardon de faire plus léger. en 10 secondes aussi. Catherine Deneuve et Lesia Ukrainka, le poème qu'a lu Catherine Deneuve en ouverture du festival de Cannes, un poème qui est ukrainien, d'une grande poétesse ukrainienne qui s'appelle L'Espérance, écrit en 1878. En oubliant d'ailleurs de dire que le festival était ouvert. Et c'est ça qui était très très beau. Oui. Par ailleurs, elle en a oublié d'ouvrir la cérémonie de Cannes. Benjamin Haddad, votre coup de cœur ou votre coup de griffe de la semaine en 10 secondes. Non, coup de cœur, je viens de terminer les mémoires de l'historien Timothy Gartonache, qui s'appelle Homeland, j'espère que ce sera traduit en français, et c'est une exploration de l'histoire européenne, de la liberté sur le continent européen. C'est quelqu'un qui a été très impliqué dans la génération 89, la libération de l'Europe centrale, et c'est un livre magnifique et très inspirant. Merci Benjamin Haddad, merci à tous les trois, Alberto Toscano, Aline Lebaille et Kremer. Nous parlerons de Djerba la semaine prochaine puisque Ilana Sicurel sera à votre place en direct dimanche prochain, lendemain de Shavuot. Chag Sameach et bon dimanche à tous.